Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. L'arnaque du déficit foncier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de fiscalité. Alors comme vous savez, cette année 2023-2024, sur l'année scolaire, j'ai été étudiante dans un master en gestion de patrimoine dans lequel j'ai appris beaucoup de choses, à la fois sur la partie civile, les régimes matrimoniaux, les droits des successions, etc., mais également sur la partie fiscale, qui est l'une de mes grandes... Bon, j'irai pas dire jusque passion, parce que j'ai pas non plus envie de devenir avocate fiscaliste, mais en tout cas, j'aime beaucoup ça, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne les impôts, parce que j'aime pas cocher la mauvaise croix qui me fait perdre 10 000 euros, quoi. Ça, j'aime pas cette case-là, donc je veux faire super attention. Donc, ça, c'est le sujet du jour, je vais vous parler du déficit foncier. Le déficit foncier, c'est important pour tout le monde. Vraiment, moi, je trouve en tout cas qu'avoir une culture fiscale un peu générale, c'est super intéressant. Surtout si vous voulez devenir investisseur immobilier plus sur le long terme et que comprendre les choses, c'est très intéressant de comprendre parce que les mécanismes, vous allez voir, en fait, ils vont s'appliquer à certains cas, à d'autres cas, et puis ça va, voilà, vous travaillez votre logique fiscale. Donc pour moi, là, vous êtes en train de travailler votre intelligence financière, même si vous n'avez pas prévu de faire du déficit foncier. C'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne et quelle est la logique des impôts et comment les gens se font avoir parce qu'en fait, ils voient l'appât du gain sans comprendre la globalité du fonctionnement de la chose. Donc c'est parti. Je vais vous expliquer donc dans cet épisode pourquoi, selon mon avis, le déficit foncier est une très belle arnaque, bien ficelée, qui, je pense, rapporte pas mal d'argent d'ailleurs à l'État, pour être honnête, parce que en fait, c'est pas si intéressant que ça pour nous en tant que contribuables. Je vais vous expliquer donc tout ça. Et en plus, c'est malheureux parce que les pauvres gestionnaires de patrimoine recommandent de faire du déficit foncier, mais moi, je vais vous démontrer par A plus B que pour moi, ça sert juste à rien du tout de le faire et vous perdez de l'argent à le faire. Donc, qu'est-ce que c'est déjà les revenus fonciers ? D'accord ? Je vais vous expliquer peut-être un tout petit peu de contexte pour les gens qui partent, on va dire, de zéro en fiscalité. Donc, quand on fait de l'immobilier, il y a plusieurs formes de fiscalité possibles. Les revenus fonciers, c'est lorsque l'on fait de la location nue et que l'on détient le bien immobilier en nom propre. Donc, par exemple, vous achetez un appartement qui est loué en nu et donc vous touchez par exemple 1 000 euros par mois de loyer de cet appartement nu. Donc, quand vous allez faire votre déclaration d'impôt, c'est 1 000 euros par mois que vous avez reçus tout au long de l'année, donc ça fait 12 000 euros. Vous allez les déclarer en revenus fonciers. C'est la catégorie dans laquelle rentrent ces revenus. Et si vous possédez cet appartement via une SCI, mais qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, mais au contraire que vous l'avez faite en impôt sur le revenu, c'est-à-dire une SCI à l'impôt sur le revenu, idem, ces 12 000 euros seront dans la catégorie des revenus fonciers. Évidemment, si vous êtes deux à avoir des parts et que vous n'êtes pas dans le même foyer fiscal et que vous avez moitié-moitié de l'appartement, dans ce cas-là, il y aura 6 000 euros de revenus fonciers pour l'un, 6 000 euros de revenus fonciers pour l'autre. Ça, c'est, entre guillemets, le truc simple de départ. Ensuite, évidemment, quand on a un bien immobilier, souvent on a un emprunt et des charges. Donc l'emprunt, par exemple, je ne sais pas, ça va vous coûter 1 000 euros d'intérêt par an et peut-être 1 000 euros de charges, taxes foncières, voilà, on va faire un truc très simple. Donc au lieu d'avoir 12 000 euros dans votre poche tous les ans, en réalité, vous allez avoir 10 000 euros. Il s'avère que quand on parle de revenus fonciers, c'est une comptabilité de caisse, c'est-à-dire que l'État, ce qu'il va compter, c'est qu'est-ce que vous avez payé effectivement telle année et qu'est-ce que vous avez encaissé effectivement telle année. Donc, si vous avez effectivement payé 1 000 euros de charges et 1 000 euros d'intérêt et que vous avez touché 12 000 euros de loyer, à ce moment-là, il y aura 10 000 euros de
bénéfice foncier. Ok, ce sera du bénéfice. Ce qu'il se passe, donc on va continuer dans le raisonnement pour que vous compreniez bien, accrochez-vous. Dans ce scénario, vous avez donc 10 000 euros par an de revenus fonciers. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes en micro-foncier, soit vous êtes au foncier au réel. D'accord ? Du revenu foncier au réel. Quand on est en micro-foncier, vous ne pouvez pas faire de déficit parce que c'est un forfait, un abattement forfaitaire. Donc en réalité, au lieu de faire 12 000 moins 2 000 euros de charge, vous allez prendre 12 000 moins 30%. Donc, grosso modo, ça fait moins 3 600 euros si j'ai bien calculé. Donc, vous allez déduire 3 600 euros et vous allez être imposé sur donc 12 000 moins 3 600 euros, ce qui fait de tête 8 400 euros. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, pour 8 400 euros, vous allez donc, sur ces 8 400 euros, être à la fois imposé sur des prélèvements sociaux, donc 17,2%, et de votre impôt sur le revenu, donc au taux marginal d'impôt sur le revenu auquel vous êtes assujetti. Donc peut-être que c'est 11%, 30%, 40%, 45%, en fonction de combien vous touchez de revenus. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne en micro-foncier. Et vous ne pouvez jamais avoir de déficit foncier en micro-foncier, parce que c'est un forfait de 30% par rapport aux revenus fonciers que vous avez encaissés dans l'année en cours. Par contre, si jamais vous avez fait l'option du réel, c'est-à-dire que vous vous êtes dit « mais moi, je vais faire des travaux pour faire du déficit foncier, comme ça c'est génial, je vais réduire mes impôts parce que je vais avoir ce fameux déficit sur les revenus globaux ». Donc vous vous êtes dit « ok, moi je vais acheter un appartement et en fait, je vais par exemple faire 30 000 euros de travaux dedans. Et donc, c'est formidable, je fais 30 000 euros de travaux dedans. Et après, je vais toucher 12 000 euros par an, voilà, avec 2 000 euros de charges par an. Donc, ça veut dire que la première année, imaginons, vous faites les travaux en janvier-février, donc vous faites moins 30 000 qui décaissez pour faire ces travaux. Évidemment, il y a un type de travaux spécifique qui est éligible au déficit foncier, mais bon, je ne vais pas aller non plus dans le méga détail, mais grosso modo, si vous améliorez votre appartement, tout simplement, faites des travaux assez classiques dans un appartement, normalement, c'est imputable sur le déficit foncier. Donc, vous faites 30 000 euros de travaux dans l'appartement. Vous mettez en location, par exemple, on va dire, vous faites 3 mois de travaux et à partir donc de mars, donc à partir de avril, ça y est, vous mettez en location 1 000 euros par mois avec vos 2 000 euros de charges. Voilà, tout simple. On fait un truc tout simple. Donc, l'année-là, vous allez toucher 9 000 euros de loyer parce que vous n'avez pas loué en janvier, février, mars parce que vous faisiez vos travaux. Vous touchez 9 000 euros de loyer. Vous allez déduire les 1 000 euros d'intérêt et les 1 000 euros de charges, on va dire courantes, taxes foncières, les choses comme ça que vous avez sur cet appartement. Donc vous avez donc 7 000 euros pour l'instant de bénéfices. Mais comme vous avez fait 30 000 euros de travaux à l'intérieur en début d'année, vous allez avoir le droit à ce fameux 10 700 euros de déficit imputable sur votre revenu global. Donc ça veut dire que on a les 7 000 euros de revenus fonciers auxquels j'avais enlevé déjà les charges et les intérêts d'emprunt, mais auxquels je vais pouvoir encore soustraire les 30 000 euros de travaux que j'ai faits. Donc 7 000 moins 30 000, on est donc à moins 23 000 euros. Donc là, vous avez un gros déficit foncier. Et les gens, on va dire naïfs, qui se disent « mais c'est génial, je ne paye pas d'impôt sur mon revenu global, je vais pouvoir déduire 10 700 euros, c'est trop trop bien ». Alors vous allez voir à quel point c'est pas si bien que ça, je vais vous expliquer ça tout de suite. On a donc 23 000 euros de déficit foncier et on est plafonné à 10 700 euros par an de déficit foncier imputable sur le revenu global. Donc sur les 23 000 euros, c'est formidable, soi-disant, parce que en fait, imaginez, vous êtes au taux marginal d'imposition de 30% ou de 40%. Ça veut dire que vous allez payer, entre guillemets, en moins 40%. Si vous êtes, imaginons que vous êtes sur un taux d'imposition hyper élevé. 40%, 10 700 moins 40%. Donc, ça fait grosso modo 4 000 et des poussières d'économie d'impôt. Donc vous vous dites, mais c'est génial, je fais 4 000 euros d'économie d'impôt sur l'année-là, c'est trop bien. Alors,
Ce qui va se passer pour le reste, d'ailleurs c'est hyper important parce que je trouve que c'est assez confus sur les articles sur internet et c'est pas forcément clair, et ça je l'ai revu justement dans mon master en gestion de patrimoine et j'ai revérifié sur le site du BOFIP qui est la référence de l'État et enfin des lois sur lesquelles vous pouvez aller consulter pour bien vérifier comment ça fonctionne. Mais en l'occurrence, les 10 700 €, vous allez uniquement pouvoir les déduire sur l'année là. Donc vous êtes super content parce que vous avez vos 4 000 € d'économie d'impôt sur cette année N. Mais ce qui se passe, c'est qu'en réalité, donc, vous aviez 30 000 € en tout de travaux, avec vos 7 000 € de petits bénéfices de revenus fonciers. Donc 30 000 moins 7 000, on est à moins 23 000. En enlevant les 10 700 € que vous avez pu imputer sur le revenu global, en réalité, il vous reste 12 300 € en fait, de reliquats qui vous restent pour les années suivantes. Sauf qu'en fait, ces 12 300 €, vous n'allez pas pouvoir refaire moins quelque chose sur votre revenu global. En fait, tout ce qui va dépasser après, ça va être uniquement reporté, mais sur les revenus fonciers. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir refaire du déficit foncier comme la première fois. En fait, si vous voudriez faire moins 4 000 € tous les ans sur vos impôts, il faudrait que tous les ans, vous refassiez des travaux et que vous payiez des choses. Vous voyez, en fait, vous ne pouvez pas avoir un appart dans lequel vous faites beaucoup de travaux et avoir les moins 4 000 liés, qui viennent donc du moins 10 700 si vous êtes à 40% de TMI. Vous ne pouvez pas faire ça pendant 3 ans d'affilée parce que vous avez fait une fois des impôts pendant 1 an. Non, ça tout de suite, ça va lisser. Ça va lisser, c'est-à-dire qu'après vous aurez juste un déficit à 0 et en fait le déficit reportable, donc les moins 12 300 € qui vous ont resté, que vous n'avez pas pu déduire sur votre revenu global, vous allez uniquement pouvoir les imputer sur la partie positive du revenu foncier. Vous allez pouvoir faire du négatif en déficit foncier. Ça c'est déjà super important. Je vais vous mettre le lien de l'article du BOFIP dans la description de l'épisode si jamais ça vous intéresse et vous voulez aller creuser plus loin et bien comprendre les choses. Mais donc c'est comme ça que ça fonctionne. De ce fait, donc vous avez été formidable parce que vous avez donc économisé 4 000 € de déficit foncier. La première année, c'est génial. Et oh là là, mais c'est triste, c'est nul. Du coup, j'ai pas pu refaire l'opération plusieurs années de suite avec des gros travaux que j'ai fait une fois. Il faut que je refasse tous les ans des travaux pour pouvoir avoir mes moins 10 700 tous les ans sur mon revenu global. Et en fait, vous avez l'impression que c'est génial. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, si jamais vous êtes vraiment bon en calcul et en réflexion sur ce genre de choses, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, il faut comprendre un truc. Et ça, j'ai peur que vous ayez du mal à le comprendre, mais je vais vraiment faire de mon mieux pour l'expliquer de façon la plus claire possible. En fait, le déficit foncier n'est pas si intéressant que ça, même les moins 4 000 € que vous avez eu l'année-là. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous avez consommé votre réserve de déficit foncier, c'est-à-dire votre enveloppe pour que ça maintienne à 0 pendant plusieurs années votre déficit, parce que vous avez cramé plus vite votre réserve de déficit. Vous l'avez cramé moins 10 700 en une seule année. Et en fait, ce qui est malheureux, c'est que vous économisez uniquement l'impôt sur le revenu, sur ces 10 700, et vous n'économisez pas les prélèvements sociaux. Alors que les prélèvements sociaux, c'est quand même 17,2%. Donc en fait, vous êtes content parce que vous avez fait moins 4 000 € l'année 1, mais si vous n'aviez pas eu ce mécanisme de devoir imputer ce déficit complet de moins 10 700 €, en fait, vous auriez gagné en plus 17,2% de prélèvements sociaux sur cette somme que vous n'auriez pas imputée directement sur votre revenu global. Donc en fait, sur le moment, vous payez 4 000 € de moins l'année N, mais en réalité, pour les années suivantes, vous avez perdu 17,2% de ces 10 700 €. Donc vous avez perdu 1 700 €. Donc en fait, qui est-ce qui est content d'économiser 4 000 pour en perdre en réalité au total 6 000 ? Tu vois, en fait, c'est une question de vase communicant. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux ne pas faire de déficit foncier et donc juste maintenir un revenu foncier à 0 plutôt que de faire ce fameux déficit à 4 000 parce qu'en réalité, vous perdez l'avantage de déduire les prélèvements sociaux. J'espère que c'est un peu technique. Je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre. Grosso modo, le bilan de tout ça, si vous avez réussi à me suivre, franchement, chapeau. Je trouve que c'est intéressant et moi, ça m'aurait plu d'avoir ce genre d'épisode à l'époque où, voilà, enfin même aujourd'hui, moi j'adore les épisodes, je connais pas trop de podcasts qui fait des contenus hyper ponctuels et précis sur des points fiscaux. Mais en tout cas, vous avez compris le principe.
Le déficit foncier, grosso modo, c'est que la première année que vous avez fait les travaux, que vous pouvez l'imputer sur votre revenu global. Après, il est reporté, mais uniquement sur vos revenus fonciers pour le mettre à zéro. Mais en réalité, c'est tant mieux, parce que finalement, le moins 10 700 €, c'est un peu un cadeau empoisonné, parce que de toute façon, en fait, vous ne déduisez pas les prélèvements sociaux sur cette partie-là, c'est uniquement l'impôt sur le revenu, et donc c'est dommage, parce que vous perdez 17,2% à déduire sur les années suivantes, que vous avez déduit l'année N, parce que vous êtes content de faire, entre guillemets, un truc court terme de moins 4 000 € d'impôt sur le revenu global l'année N. Alors qu'en fait, vous auriez eu moins 6 000 si jamais vous aviez attendu un petit peu. Pourquoi j'en reviens à là? Alors de toute façon, je vais vous dire un truc. Quand vous faites du déficit foncier, en réalité, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'imputer les 10 700 € la première année. C'est automatique. Il n'y a pas d'option pour ça. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la conclusion un peu de tout ça, c'est que le régime fiscal des revenus fonciers est pas terrible parce que il y a quand même beaucoup d'impôts. Moi, personnellement, dans toutes les personnes qu'on accompagne, en général, il y a 2 options possibles. Ça reste les locations meublées, donc LMNP, LMP si vous êtes en nom propre, ou tout ce qui est SCI à l'IS, si vous êtes, par exemple, imaginons que vous achetiez quelque chose en nu, probablement que la SCI à l'IS, ce serait quand même mieux, surtout si vous avez en tout cas des TMI élevés. C'est vraiment une généralité que je fais là. Évidemment, moi, je suis partisante, je vous le redis, que vous fassiez des calculs précis avec un fichier Excel qui soit travaillé, que vous compreniez les différents mécanismes en fonction des différentes options. Ne choisissez pas un régime fiscal parce que vous avez entendu dire que celui-là, il est bien. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Quand on choisit un régime fiscal, il faut vraiment être en mode « je comprends les chiffres, je les mets sur un fichier Excel, je vois ce qui rentre, comment est-ce que je déduis les choses, qu'est-ce qui va être fiscalisé et qu'est-ce qui me reste dans la poche. » Et de réussir à faire ce petit chemin dans chaque option fiscale pour pouvoir décider de façon éclairée. Ok, c'est la seule façon de faire. Parce que il y a des cas possibles, j'en suis certaine, où au revenu foncier, ça peut quand même être intéressant. Mais il faut pouvoir le chiffrer et pas faire ça au doigt mouillé juste parce qu'on m'a dit que les déficits fonciers, c'était cool. Ok ? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà, donc vous avez compris qu'en réalité, l'État économise de l'argent grâce au déficit foncier parce que finalement, les prélèvements sociaux, vous ne les payez pas. Vous les payez pas. Vous ne les économisez pas du fait que vous fassiez du déficit foncier de moins 10 700 €. Donc en fait, l'État gagne à chaque fois quand il fait ça 1 700 €. Donc en fait, l'État se dit, ok, je gagne moins d'impôts sur l'année-là, mais en réalité, sur les 3-4 années à venir, en fait, c'est plus intéressant pour moi parce que je vais gagner les 1 700 € en plus les 4 000 qui ne pourront pas être déduits par la suite. Donc en fait, c'est bénéfique pour l'État. Voilà pour l'épisode du jour. Oh là là, j'ai encore envie de conclure un petit peu. En fait, ce que je veux que vous compreniez aussi avec cet épisode, que l'une des menaces classiques et pièges classiques, c'est d'être appâté par « il faut que je déduise des choses parce que je paye trop d'impôts ». C'est un grand classique. Et donc, en fait, on se dit justement, oui, c'est trop bien, je vais payer moins d'impôts. Mais en fait, je sais pas comment dire, c'est comme pas un oasis, mais en fait, on est aveuglé par ce gain qui nous semble être un gain, parce qu'en fait, on ne voit pas la globalité de la chose. Et c'est un peu un piège, c'est un piège vraiment classique. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si vous aimez les épisodes sur la fiscalité, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. Je me sens de plus en plus légitime à le faire de par le master que j'ai fait cette année, même si je ne suis pas encore officiellement diplômée. Mais je commence à me sentir plus à l'aise, de plus en plus à l'aise en tout cas en fiscalité. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions à me poser, vous m'envoyez ça sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.